avec Gemalto, c'est la destruction du tissu industriel français. Cette destruction, ça fait des années qu'elle a commencé et elle est en train de s'accélérer. On a un gouvernement Hollande qui a laissé Alstom être démantelé, la branche énergie partir et être achetée par les Américains de General Electric. La branche transport, là, c'est le président Macron qui la vend aux Allemands. On a STX qui part aux Italiens. Là, c'est Naval Group qui est maintenant dans le champ de vision des Italiens également. C'est-à-dire que toute notre industrie est en train d'être vendue à des entreprises étrangères parce qu'on a des gouvernements qui refusent de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder les industries françaises. J'ai cité toutes ces entreprises. Gemalto, c'est exactement la même chose. On a Airbus qui est en train qui suit la même pente qu'Alstom. Et sur Gemalto, et ce que le camarade vient de dire en conclusion sur l'optimisation fiscale, c'est quelque chose qui est très net. Et on va y revenir parce que c'est comme ça que les capitalistes réussissent à nous faire croire que nous ne sommes pas compétitifs, que nous coûtons trop cher, que nous sommes bons qu'à être délocalisés et que nous sommes une nation d'assistés. C'est ça qu'ils essayent de nous faire croire, c'est ça qu'ils donnent à voir, et c'est ça qu'il faut démonter. C'est ça qu'il faut démonter avec des arguments qu'il faut réussir à convaincre que non, la France peut être une grande puissance industrielle aujourd'hui, que la France est une nation riche, que la France n'a jamais été aussi riche de son histoire. Et alors, ça nous ramène à notre sujet. Parce que l'évasion fiscale, il faut déjà avoir conscience de ce que ça représente. L'évasion fiscale, alors par nature, on ne peut pas savoir ce que c'est, combien ça représente, parce que c'est illégal, donc c'est vaporeux, mais les estimations les plus sérieuses l'estiment à 80 milliards d'euros par an. 80 milliards d'euros par an, il faut se dire que c'est 135 euros d'impôts payés par chaque contribuable par mois en plus. C'est-à-dire qu'on paye chacun 1600 euros d'impôts en plus parce que les ultra-riches refusent de payer leur part. Le budget de l'éducation nationale, c'est 60 milliards. Et vous savez, ce déficit public qu'il faut combler année après année en supprimant des services publics, etc., c'est 80 milliards. C'est-à-dire que, parce qu'il y a des gens qui refusent de payer l'impôt, on détruit les services publics, on détruit ce pays. Donc 80 milliards, c'est énorme. Et ça, on se met bien d'accord, c'est uniquement l'évasion fiscale. Si on s'attaque à l'optimisation fiscale, ce sont des sommes encore plus larges. Parce que l'optimisation fiscale, c'est de l'évasion fiscale autorisée, légale. Mais la logique est la même. C'est la logique de se dire on ne veut pas payer l'impôt. On ne veut pas payer cet impôt qui, pourtant, contribue à la richesse de ces entreprises. Qu'il s'agisse de Google, d'Amazon, de Gemalto, on a des entreprises qui refusent de payer les impôts. Et pourtant, si Amazon réussit à livrer ses colis, c'est parce qu'il y a un service public postal, c'est parce qu'il y a des routes sur lesquelles les camionnettes peuvent rouler, et qui finance cela, si ce n'est l'impôt. C'est-à-dire qu'il bénéficie du fruit de l'impôt et il refuse de le payer. C'est clairement c'est, comme disait Marx, le capitalisme scie la branche sur laquelle il est lui-même assis parce qu'il a besoin de ces services pour fonctionner. Mais voilà, c'est stupide, mais ça on le sait, le capitalisme est stupide par essence parce qu'il nous mène à la perte de l'humanité. Mais si on revient sur la logique, c'est le travail des travailleurs, c'est notre travail en fait
l'enrichit et qui les enrichit. Et donc, c'est ce discours qu'il faut vraiment détruire, parce que ce discours, il est propagé par les grands médias. Hein. C'est ces grands médias qui nous laissent penser que si jamais on faisait vraiment payer leurs impôts aux ultra-riches, ben, ils partiraient. Hein. Et c'est donc ce chantage de ah non, il ne faut pas faire monter les impôts trop fort, parce que sinon ils vont partir, sinon ils vont délocaliser. Mais avec Gémaltan, on a la preuve que de toute manière, ils le délocaliseront de toute manière, parce que de toute manière, il y aura toujours un pays où les impôts seront moins élevés. Parce qu'on a un pays dans l'Union européenne qui est le Luxembourg, avec un Premier ministre luxembourgeois, qui est aujourd'hui le président de la Commission européenne, M. Juncker, qui recevait les grands patrons dans son bureau et qui leur disait, bon alors, on a un taux d'imposition qui est affiché, mais on négocie. On marche sur la tête. On aura toujours des pays qui feront ça. Donc si on rentre dans cette logique du chantage et de laisser les plus riches négocier ça, on y perdra toujours, parce que le capitalisme n'a pas de frontières, le capitalisme n'a pas de patrie, il s'en fiche complètement de savoir s'il y a encore des industries en France, si des industries stratégiques pour notre pays continuent de fonctionner ou disparaissent, il n'en a rien à faire. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, l'oligarchie qui est au pouvoir, l'oligarchie médiatique, l'oligarchie politique qui est au pouvoir, et ses complices, et c'est-à-dire qu'elle saborde complètement notre pays. Clairement, aujourd'hui, on peut le dire, les riches, ce sont des traîtres et ce sont des déserteurs parce qu'ils refusent de servir leur pays en payant l'impôt. Très clairement, on peut donner des noms parce qu'aujourd'hui, il y a eu des scandales, les LuxLeaks, les Paradise Papers, qui montrent, qui nous donnent des exemples. On a typiquement Bernard Arnault, 47 milliards d'euros de fortune. C'est bon, il peut un peu contribuer au bien commun, ce n'est pas un problème pour lui. Eh bien, il a fait appel à 8 cabinets d'avocats pour situer ses actifs dans 6 paradis fiscaux différents. Voilà. Dedans, parmi ces actifs, il y a un yacht de plus de 100 mètres. Est-ce qu'on a vraiment besoin aujourd'hui d'avoir des yachts de 100 mètres de long? Alors qu'on a la crise écologique, qu'on a cette notion que le mode de vie des plus riches, des ultra-riches, détruit l'environnement. C'est lui qui détruit l'environnement parce que ce sont les ultra-riches qui consomment le plus de ressources et qui surtout donnent à voir un mode de vie que nous devrions tous rechercher. C'est celui de l'ultra-consommation. C'est celui de, ben voilà, j'ai 3 voitures, j'ai 2 yachts, j'ai 11 maisons. Maintenant, il me faut une 4e voiture, il me faut une 12e maison, il me faut un 3e yacht. Voilà. Et c'est cette logique. Et au nom de cette logique de l'accumulation de toujours plus et de toujours plus de biens inutiles qui ne servent qu'une chose en fait. Ces biens, ils servent uniquement à marquer le rang de la personne. Parce qu'aujourd'hui, la seule valeur qui est reconnue dans cette société, c'est l'argent. Et donc, il faut avoir plus d'argent, toujours plus d'argent que le voisin, et ben, il faut le montrer. Donc, on est dans cette logique de biens ce sont des biens qui permettent de montrer le rang social, des biens ostentatoires. Mais on peut citer d'autres personnes. Serge Dassault, 21 milliards, qui vend le Rafale, mais qui est aussi propriétaire du Figaro. Il avait 7 entreprises immatriculées sur l'île de Man pour échapper à la TVA sur la location de jets privés. On a Xavier Niel, 9,4 milliards d'euros, copropriétaire du journal Le Monde, qui détenait 50% d'une société maltaise qui était propriétaire du yacht Phocéa, vous savez, l'ancien yacht de Bernard Tapie qui était dans le Vieux-Port. Mais voilà, Le Figaro, Le Monde, ces mêmes journaux qui, à longueur de journée, à longueur d'année, nous expliquent que non, on ne peut rien faire, que les riches sont magnifiques, que c'est eux qui sauvent la France, que c'est eux qui créent tout, c'est eux qui créent la richesse. Non, c'est faux. Ceux qui créent la richesse, ce sont les travailleurs. On dit l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, et moi j'ai un ami qui répond non,
l'avenir appartient à ceux dont les ouvriers se lèvent tôt. Parce que c'est ça la vérité. La vérité, c'est que les riches ne créent aucune richesse. Les riches, ce sont des parasites qui s'enrichissent du travail des autres, qui captent ce bénéfice et qui refusent en plus de le partager par le biais de l'impôt. Donc on a ces individus, mais on a les entreprises, hein, on a ces entreprises qui font ça et qui financiarisent l'économie. Hein. Aujourd'hui, il faut bien se dire que 1% des échanges mondiaux correspond à un échange matériel. C'est-à-dire qu'il y a 99% des échanges mondiaux où c'est uniquement de la financiarisation de la société, donc des échanges qui ne représentent rien, qui ne correspondent à rien et qui n'ont aucune utilité sociale. Et alors ces entreprises, ces ultra-riches, ils ont des complices qui vont les aider à organiser ça et qui vont s'enrichir, ces complices, en faisant ça. Ce sont les banques. Les banques, c'est terrifiant. Ces banques, elles participent au financement de l'argent sale, au blanchiment de l'argent, par le biais de ces paradis fiscaux. Ces banques, elles trahissent le pays, parce que aujourd'hui, les groupes terroristes qui frappent le pays, leur financement, c'est démontré, se fait par le biais de ces paradis fiscaux. Hein, je ne vais pas jusqu'à citer le cas de la société Lafarge, hein, qui a directement payé les groupes terroristes pour avoir le droit d'aller chercher du sable en Irak. Hein. Je parle juste des banques qui entretiennent des dizaines de milliards dans les paradis fiscaux. Voilà, quelques chiffres. Hein. 25 milliards d'euros de bénéfices en 2015 dans les paradis fiscaux, dont 600 millions dans des pays où elles n'ont aucun salarié. C'est-à-dire qu'elles sont capables de faire 600 millions d'euros de bénéfices dans des pays où il n'y a pas de salariés, donc elles ne produisent rien, elles ne font rien, elles n'offrent aucun service. La seule chose qu'elles font, c'est s'enrichir et contribuer à l'existence de ces paradis fiscaux. Et les banques françaises, elles ne sont pas beaucoup plus morales que les autres. Hein. On va vous citer les 5 plus grosses banques françaises: BNP, BPCE, Crédit Agricole, CIC, Société Générale. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup ici qui ont leur compte là-bas. Et bien, il faut, voilà, 5,5 milliards de bénéfices dans les paradis fiscaux. Et alors, ils arrivent à faire un truc que moi, je n'arrive même pas à comprendre. Hein. C'est en Irlande, hein. On ne parle pas des îles Caïmans, etc. Irlande, un pays de l'Union européenne. Alors, elles ont une rentabilité supérieure à 100%. Et elles dégagent plus de bénéfices qu'elles ne font de chiffre d'affaires. Vous voyez ? Après, évidemment, le taux d'imposition en Irlande, c'est 2%. Donc, évidemment, ça aide. Et donc, tout ça, c'est pas arrivé par hasard. Tout ça, c'est arrivé parce qu'on a des politiques en France, en Europe, qui laissent faire, qui organisent. Et on a des politiques qui organisent, qui laissent faire, et qui pour autant ont toujours le même discours. C'est le discours de « on va arrêter ça ». Alors on va les prendre dans l'ordre. Hein. On a Nicolas Sarkozy, en 2009. Il disait « La France s'est battue pour que les paradis fiscaux, le secret bancaire, la fraude organisée se soient terminés ». Alors évidemment, le G20, le lendemain, oui, ça y est, on fait une liste, etc. Voilà. Aucune banque française n'a de filiale dans un pays inscrit sur la liste noire des paradis fiscaux. Et pour autant, ils sont dans des paradis fiscaux, parce que, une fois de plus, cette liste, et c'est les ONG qui le disent, hein, je les cite, la liste de 2009 reposait sur les critères de l'OCDE, mais ils étaient extrêmement lâches, permettant aux États pointés du doigt d'en sortir rapidement. Voilà. Sarkozy, c'est bon, c'est réglé, il n'a rien fait. On prend Hollande, il n'a pas fait mieux. Il a fait la même chose, il a nommé Moscovici comme commissaire européen, et celui-ci affirme qu'il fallait une autorégulation exigeante sur le salaire des grands patrons du CAC 40, l'évasion fiscale. Pourtant, ils avaient une adresse, hein. Ils avaient des noms au Bourget, mais après l'élection, tout ça avait disparu. Et là, on a un président Macron, avec son ministre Bruno Le Maire, qui tape du poing sur la table, et je le cite, hein, le 6 novembre 2017, « L'évasion fiscale, c'est une attaque contre la démocratie, contre le consentement à l'impôt, et elle est inacceptable. » Merveilleux. Que fait l'Union européenne?
elle décide de publier une liste noire, 17 paradis fiscaux. 17. Le 23 janvier dernier, l'Union européenne a déjà retiré 8 pays de ces 17. Il n'en reste plus que 9. Et alors, comment dire? Est-ce qu'ils s'attaquent aux paradis fiscaux au sein de l'Union européenne? Que nenni. Les paradis fiscaux au sein de l'Union européenne, ils sont là. Alors, attendez. L'Irlande, Malte, le Luxembourg, les Pays-Bas, Chypre. Après, on peut rajouter l'île de Man, Gibraltar, Guernesey et Jersey. Ça en fait pas mal. Et ces pays, évidemment, comme ils sont dans l'Union européenne, les traités de l'Union interdisent toute harmonisation fiscale vers le haut, interdisent tout contrôle des échanges monétaires entre les pays. Donc, nous avons le loup dans la bergerie et on ne peut rien faire. Rien faire. C'est-à-dire que, voilà, ils seront là, ils sont toujours là, et comme c'est Juncker, le chef, que lui, c'est le chef des fraudeurs quand il était au Luxembourg, il ne va rien faire, que l'ancien président de la Commission européenne, M. Barroso, aujourd'hui, c'est un lobbyiste pour les banques, etc., auprès du commissaire européen, alors même qu'il s'était engagé à ne pas faire de lobbying après son mandat de commissaire européen. On est vraiment là dans un système qui se mord la queue. Hein. On a une Union européenne qui nous empêche de faire de l'harmonisation fiscale et qui, dans le même temps, est remplie de paradis fiscaux. Donc, on le voit bien. Hein. Attendez, je peux là. Ouais, oui, ici aussi, suite au Panama Papers, là, l'Union européenne a donné l'obligation aux entreprises qui ont des activités de publier le détail des activités pays par pays, pour éviter justement ce que fait Gemalto de transférer ses produits et ses résultats d'un pays à un autre. Mais il y a une clause d'exemption pour les informations commercialement sensibles. Allez-y, c'est quoi une information commercialement sensible? Évidemment, ça veut tout dire et ne rien dire, et donc à partir de ce moment-là, c'est des paroles en l'air, et au final, la fraude fiscale, l'optimisation fiscale vont continuer dans l'Union européenne. Et c'est quelque chose de très grave. C'est quelque chose de très grave parce que c'est ce qu'on dit, c'est le consentement à l'impôt qui est attaqué. Le consentement à l'impôt, c'est la base. C'est la base du respect de l'État, c'est la base de l'État parce que c'est avec l'impôt qu'on fait tout, parce que c'est parce qu'on accepte de payer l'impôt voté par le Parlement qu'on est une communauté politique, une communauté de destin partagé. C'est la question du service public. Pourquoi accepter de payer des impôts quand on sait que les impôts qu'on va payer, ils vont disparaître dans le CICE, ces milliards donnés à des entreprises qui licencient. Hein, on peut prendre le cas de Carrefour, c'est honteux. C'est des centaines de millions d'euros de CICE tous les ans touchés par Carrefour, et c'est des milliers de licenciements. Voilà, franchement, quand on paye ses impôts et qu'on voit qu'ils servent à financer ça, on peut se poser la question. Et donc c'est cette logique du consentement à l'impôt qui est complètement mise à mal. C'est la croyance en l'État. Et puis surtout, c'est ce qui attaque les services publics. Or, les services publics, c'est pour celui qui ne possède rien, c'est sa seule propriété. C'est la seule chose qu'il possède par le biais de l'État. C'est ses services publics. C'est la santé. C'est les transports, c'est l'école, c'est l'éducation, c'est la seule chose qu'il possède. Et quand on privatise ces services publics, eh bien en fait, c'est pas une privatisation, enfin, c'est vraiment une spoliation des biens du peuple. Et quand on voit que tous ces services publics sont aujourd'hui malmenés, détruits, il y a une logique en plus. C'est-à-dire qu'ils utilisent l'argument de « il n'y a pas d'argent » pour détruire ces services publics, pour les rendre inopérants ou inefficaces. Hein, c'est comme le TER pour aller de La Ciotat à Marseille. Hein. Tout le monde, on m'a dit que c'était l'horreur absolue et que c'était retard sur retard. Mais c'est quoi la conséquence? C'est que le jour où ils vont arriver et dire on va privatiser la SNCF, il n'y aura plus personne pour défendre la SNCF parce que le service qui sera rendu ne sera pas bon. Parce qu'on aura contraint les cheminots à travailler dans des conditions horribles et à les empêcher de bien faire leur travail. Et donc on a
voyez, avec en tirant le fil de la fraude fiscale, de l'optimisation fiscale, on en vient à la destruction des services publics, on en vient à la stigmatisation des pauvres, parce que, ah oui, il y a le déficit, c'est déficit, hein. On se rappelle le début, hein. Juste, on prend la fraude fiscale, il n'y a plus de déficit. Mais ce déficit, il est dû à quoi? Il est évidemment dû à la RSA, à la fraude sociale. Hein. Cette fraude sociale qu'il faut combattre de toutes ses forces. Cette fraude sociale qui nécessite qu'on fasse des campagnes d'affichage pour stigmatiser le RSA. Il faut quand même savoir qu'il y a plus d'un tiers des bénéficiaires du RSA qui ne font même pas la demande, parce qu'ils ne savent pas qu'ils y ont droit. Quand on a fait les caravanes des droits de la France Insoumise, on s'est rendu compte, et on rencontrait quotidiennement des gens qui venaient nous voir et qui nous disaient « Ah bon, j'ai les droits », et on leur faisait le calcul et on démontrait que oui, pour des gens, ils pouvaient avoir 300-400 euros d'aide en plus à la fin du mois. Quand des gens gagnent 200 euros, 300 ou 400 euros d'aide, ça change la vie. Et ces gens, ils ne le demandaient même pas parce qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient la demander. Donc, la fraude fiscale, c'est 80 milliards d'euros. La fourchette haute de la fraude sociale, c'est 700 millions d'euros. Voilà, 0,8%. Et pourtant, on ne parle que de ça dans les médias. Hein. On se rappelle, Le Figaro, Le Monde, la fraude sociale. Hein. La fraude fiscale, jamais. Forcément, c'est leur propriétaire qui l'a fait. Voilà, et donc, les services publics, j'ai dit. Ouais, l'Union européenne, ce phénomène qu'on voit en France, on le rencontre dans les autres pays. On le rencontre dans les autres pays et avec des conséquences qui sont inquiétantes. C'est la vague brune qui s'abat sur la Hongrie, sur la Pologne. C'est les derniers sondages en Allemagne qui disent que l'extrême droite est deuxième, devant le SPD qui a trahi, qui a fait la grosse coalition. Conséquence de la grosse coalition, c'est les fascistes, et les pires qui soient, qui sont deuxièmes derrière le parti de Mme Merkel. Donc clairement, aujourd'hui, on a un vrai souci en Europe, on a quelque chose qui ne sent pas bon, et il faut qu'on réagisse parce que en France aussi, on a cette pente, on a le gouvernement avec sa loi sur les migrants qui surfe là-dessus et qui explique, évidemment, c'est la faute des migrants s'il y a du chômage, parce que c'est eux qui viennent voler le travail. C'est la faute des migrants si rien ne fonctionne. On sait bien que ce n'est pas le cas. On sait bien que en France, chaque année, il y a 60 000 personnes qui font une demande d'asile. 60 000 personnes, et tous les gens sérieux dans le domaine expliquent que 90-95% des migrants qui arrivent font une demande d'asile. Ça veut dire qu'en gros, il y a 70 000 personnes qui arrivent par an. 70 000 personnes, la France est capable est clairement capable de les intégrer, elle a les richesses pour le faire. Il n'y a pas de souci parce que, voilà, la France a toujours été un pays d'immigration, on a toujours su faire, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable de le faire. Donc, clairement, aujourd'hui, c'est le lien social dans les pays qui sont dissolus, c'est la paix en Europe qui est menacée, et tout ça parce qu'on a quelques riches qui refusent de contribuer au bien commun, parce que ces quelques riches, hein, c'est 0,1% de la population. Voilà, on a 0,1% de la population qui crée tout ça, qui crée tous ces problèmes. Alors, évidemment, il y a des solutions. Au niveau de la France Insoumise, on a sorti un livret programmatique sur ces questions-là pendant la campagne présidentielle. Au groupe, à l'Assemblée nationale, on dépose constamment des amendements pour traiter ces questions. Le premier des scandales, c'est le verrou de Bercy. Alors le verrou de Bercy, qu'est-ce que c'est? Le verrou de Bercy, c'est de dire que quand il y a fraude fiscale, tout se gère en vase clos au ministère, directement entre le ministre et le fraudeur. C'est-à-dire que si la justice veut s'en mêler, il faut l'autorisation du ministre.
Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a des entreprises qui vont négocier directement avec le ministre. Ils payent quelques centaines de milliers d'euros, quelques millions. On ne sait pas sur quelle était l'ampleur. On n'a pas d'informations. Secret fiscal. Donc, on a mené la bataille sur la question du verrou de Bercy. Alors, c'est là où on a eu des députés de quasiment tous les groupes qui ont accepté de signer notre amendement, hein, sauf le Nouvelle Gauche. Hein, même ceux, vous savez, Nouvelle Gauche, c'est le Parti Socialiste, qui ne doit pas s'appeler Parti Socialiste, hein, on ne sait pas pourquoi, mais a priori, ils n'ont pas de problème avec ça. Évidemment, La République En Marche, mais les autres, toujours soutenus. Mais bon, peut-être parce qu'ils savaient que ça passerait pas. Mais bon, on ne désespère pas, on va continuer à mener la bataille. On a le parquet national financier qui a expliqué publiquement que oui, le verrou de Bercy, c'était un problème qui les empêchait de travailler. Donc clairement, c'est un truc qu'il ne faut pas lâcher. Bon, après, je ne ferai pas la liste de tous les amendements qu'on a déposés, mais par exemple, la création d'un délit d'incitation à la fraude fiscale, hein, notamment pour cibler les banques, hein, qui servent bien d'intermédiaires. Créer la liste, hein, une liste française des paradis fiscaux, parce que si l'Union européenne ne la fait pas, rien ne nous empêche, nous, d'établir une liste. Bref, beaucoup de choses là-dessus. Et après, dans le programme de la France Insoumise, il y avait la question de la révolution fiscale. Déjà, modifier les impôts, modifier les tranches, passer à 14 tranches, créer une tranche qui prend 90% des hauts salaires, parce que c'est pas vrai qu'on a besoin de plus de 30 000 euros par mois pour vivre. Hein. Parce que moi, je sais pas comment ils les dépensent, hein, leurs 30 000 euros. Je pense qu'il y a une grosse partie qui part dans les paradis fiscaux, justement. C'est imposer les revenus du capital comme ceux du travail, faire le contraire de ce que fait M. Macron, qui exonère complètement les revenus du capital au détriment du travail. Prendre modèle sur les États-Unis. Tous ces beaux esprits qui nous expliquent que les États-Unis, le libéralisme, c'est merveilleux. Pourquoi, quand les États-Unis ont une mesure efficace contre la fraude fiscale, on ne la prend pas? Hein, vous savez, c'est la mesure de l'impôt universel. C'est de dire, on est américain, on paye l'impôt américain où que l'on soit dans le monde. C'est-à-dire que hein, on prend l'impôt que vous payez dans votre pays, on le soustrait de l'impôt que vous devriez payer aux États-Unis, et hop, on a le fisc américain qui vient et qui prend tout. Hein, et j'ai pas l'impression que les riches américains se plaignent énormément de ce système. Donc, ça, ce sont des mesures simples, des mesures rapides. Hein, je vous les fais pas toutes, hein, parce que vous avez lu l'Avenir en commun, ou si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à l'acheter à la fin de la réunion, et comme ça, vous aurez le détail. Non, mais on a également aussi la question du protectionnisme. Un véritable protectionnisme solidaire pour régler le problème des délocalisations. Hein, parce que, au-delà de la fraude fiscale, on a besoin d'industrie dans ce pays. Hein. On est un des pays les plus riches qui est le moins industrialisé. Je crois qu'on est à 22% quand les Allemands sont à plus de 35 ou 40. Donc non, on doit sauver nos industries. Ensuite, on nous explique que les fonctionnaires coûtent cher. Mais il y a des fonctionnaires qui rapportent de l'argent. Hein, recrutons des agents du fisc pour chasser les fraudeurs du fisc. Hein, ceux-là, ils auront très rapidement rembourser leur salaire, hein, parce que c'est pas un salaire d'inspecteur du fisc qui coûte cher comparé aux 80 milliards d'euros. Donc voilà, je vais pas être plus long pour qu'on ait le temps d'échanger. J'ai essayé de redonner quelques chiffres, de voir un peu comment les choses se passaient, comment on avait, quelles conséquences cela avait, quelles solutions on pouvait commencer à imaginer. Donc maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que tous ces arguments, ils infusent, que tous ces arguments, ils nous servent d'argumentaire. Il faut convaincre tout le monde que on est riche, que c'est les quelques-uns qui s'emparent de ces richesses et qui empêchent le pays de profiter de sa richesse. La France n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui,
On a réussi à faire la sécurité sociale, les nationalisations en 1945, quand le pays était complètement à genoux et sortait de la guerre. Il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui on ne puisse pas faire de même. Donc voilà. Donc je propose qu'on ait un autre temps d'échange. Merci.